ce que vous dites là? Moi, personnellement, mon avis est que la démocratie libérale ne permet pas le développement. C'est mon avis. Ah. La démocratie libérale, telle qu'elle fonctionne, ne permet pas le développement. Toutes les expériences rapides de développement économique ont eu lieu dans des régimes, disons, qui ne correspondent pas au canon de la démocratie libérale. En disant ça, je ne me fais pas l'avocat de ce qu'ils appellent autoritarisme, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est une illusion de croire qu'en ayant tous ces systèmes électoraux, etc., tous les... Bon, disons, en 2012 et 2023, on a dû avoir 10 événements électoraux, référendums, etc. Et donc ça, c'est l'instabilité politique totale. Il n'y a aucun pays qui peut... Absolument, parce que ce que vous dites là sur le plan économique, sur la mobilisation des jeunes, ça demande, voilà, je sais pas, un consensus au niveau... Oui. C'est-à-dire que la vision doit être consensuelle, élaborée par la société. Et donc, le président Diomaye Faye a dit que, bon, ils ont une vision, mais ils vont l'enrichir avec les autres. Ça, c'est très bien. Il faut. Parce que la vision ne peut pas venir du parti au pouvoir. La vision doit venir de tout un chacun. Parce que, bon, les policiers n'ont pas le temps de, généralement d'entrer en fond dans le dossier. Donc, il y a des gens qui sont là-dedans, des experts, etc. Et donc, il faut convoquer tout ça, avoir un consensus. Parce que tous les pays qui sont développés, ils ont une vision sur 30 ans, 40 ans, et ceux qui viennent au pouvoir, ils viennent juste s'ajuster à la vision. Absolument. On ne va pas créer de nouveaux slogans, émergence, fast track, des choses comme ça. Donc il faut ça. Mais malheureusement, la compétition électoraliste ne permet pas ça. Pour moi, nous sommes dans l'obligation de trouver des formes politiques qui correspondent à nos besoins actuels. Je ne suis pas défenseur de l'autoritarisme. Moi, je suis un démocrate radical. Quand je dis un démocrate radical, je crois sincèrement à l'égalité politique. Je pense que tout un chacun peut être mis dans les conditions de délibérer au nom de l'intérêt public. C'est ça la démocratie au départ. Moi, je crois en ça. Mais la démocratie libérale, c'est de créer une élite contre le peuple. Et donc, j'ai fait un livre là-dessus. Et donc, critiquer la démocratie libérale, c'est pas dire que nous voulons un régime autoritaire, des dictatures, etc., des tyrannies. Je ne dis pas ça. Mais nous devons repenser nos systèmes politiques à l'aune de nos besoins et de nos urgences. Quand vous regardez, par exemple, des enquêtes qui ont été faites, des enquêtes d'opinion au Mali, mais 90% des populations disent presque, nous sommes contents avec le régime militaire. Nous ne voulons pas des élections. Les partis politiques nuisent à l'intérêt public. C'est les peuples qui disent ça, parce qu'ils sont constatés. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir que nous-mêmes nous inventions nos propres formes politiques. Et donc, ça, je l'ai dit. Mais on a besoin d'une vision de long terme, consensuelle. Mais la vision ne suffit pas, comme j'ai dit. Il faut avoir les instruments. Parce qu'il n'y a aucune expérience de développement économique sans un État qui dispose de ces instruments et qui peut les utiliser. Le secteur privé tout seul ne peut pas développer un pays. Le secteur privé se développe grâce à l'État. C'est l'État qui le tient. Vraiment, c'est même une démarche paternaliste. Hein. Toutes les grandes entreprises, tous les grands champions privés ont été... Absolument, on l'a vu, vous l'avez dit, avec la crise de 2008 aux États-Unis. Oui, tout ça. Et donc, cette dichotomie privé-public, ça ne tient pas la route. C'est néocolonial aussi. Ça ne tient pas la route. Ce qu'il faut comprendre, c'est les possibilités que nous avons. Parce que quand vous avez une certaine main-d'œuvre, quand vous avez certaines connaissances, certaines ressources, il y a des choses que vous pouvez faire. Mais ce dont vous devez tenir compte, c'est l'impact de ce que vous faites sur l'équilibre extérieur. Parce que nous sommes dans un système, comme j'ai dit, qui rend non viable les États débiteurs. Mais maintenant, nous sommes dans une configuration internationale où de grands pays, ceux des BRICS, disent que ce système ne nous convient plus et on voudrait être dans un système où on n'aura plus besoin d'avoir accès au dollar ou d'euros pour commercer entre nous, pour avoir accès aux importations dont nous avons besoin. Donc ça change complètement la donne. Je veux dire, en une génération, un pays comme le Sénégal, on peut voir toute la transformation. On peut dire que, bon, en tout cas, en une génération, les gens tous ne seront pas riches, etc. Mais on pourra garantir une vie décente à la majorité de nos populations. Je dis en une génération. C'est possible si on a la voie. Mais ce qui est difficile, c'est que nous avons été nourris dans le paradigme, éduqués dans le paradigme colonial. Et pourquoi le paradigme colonial? Parce que, et ça se voit dans les discussions, parce qu'au temps du colonialisme, il n'y avait pas de souveraineté monétaire, ni en métropole, ni dans les colonies. Dans les colonies, ce qui prévalait, ce sont les critères de l'UEMOA qui prévalaient. Je le dis ça sans ironie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sound finance, ce qu'ils appellent finance saine, mais qui est la finance austéritaire. C'est-à-dire que à la métropole, ils ont dit aux colons, vous êtes des aventuriers. Allez-y dans les colonies. Mais nous, État central, on ne vous donnera rien du tout. Pas d'argent.
Donc, c'est à vous-même de financer vos dépenses. C'est pourquoi au départ même de l'aventure coloniale, parfois c'est des entreprises privées qui y allaient, qui après elles-mêmes s'occupaient de collecter les taxes avant qu'il y ait des États, avant que les États ne prennent ça, les États métropolitains. Et donc, quand vous êtes dans un paradigme de non-souveraineté monétaire, en fait, vous avez besoin pour vos propres dépenses en tant qu'État de prélever des taxes. Donc, vous prélevez les taxes et le travail forcé. C'est comme ça que les administrations coloniales se finançaient. Et donc, quand les métropoles ont fait des dons. Mais pour vous, bon, pas pour vous provoquer vous, mais peut-être pour provoquer les tenants du régime. Ça veut dire que c'est des inspecteurs des impôts oui, aussi. C'est des gens qui pensent que la fiscalité, c'est... Mais ils sont formatés justement dans ce paradigme colonial. Et donc, à l'époque, comme j'ai dit, c'est ça que la métropole avait dit. La métropole également n'avait pas de monnaie souveraine. Parce qu'à l'époque, c'était l'étalon or. Et donc, les banques centrales, pour créer leur propre monnaie, devaient avoir la contrepartie en or. Donc, c'est ce système-là. Et donc, le CFA reflète ce système d'étalon or. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de souveraineté monétaire en métropole. Et dans les colonies, c'était travail forcé et prélèvement. Absolument. Et donc, du coup, c'est pourquoi parfois même, certains, bon, les Nawetanes, comme on dit, les gens devaient quitter l'intérieur parce que ce n'était pas très monétisé pour aller vers les côtes, pour trouver le numéraire ou en tout cas payer pour qu'on n'emprisonne pas leurs parents. C'est pourquoi vous voyez que tout est concentré à Dakar. Maintenant, il faudrait utiliser. Donc, l'administration, selon vous, est une survivance de... Oui. C'est une question de paradigme. Donc, ils ont été formés dans ça. Donc, dans ce cadre, effectivement, il faut prélever pour que les États, les administrations coloniales puissent fonctionner. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce cadre. On est dans un cadre, comme on appelle le fiat currency, c'est-à-dire de monnaie fiduciaire. Et donc, ce qui garantit, entre guillemets, la valeur des monnaies, c'est la puissance économique des États. C'est tout. Et donc, ça veut dire que tout État peut créer librement sa monnaie pour s'approvisionner en ressources et faire les dépenses qu'il faut. Donc, tout ce que vous pouvez faire même, vous pouvez faire. Et donc, dans ce cas, les taxes et impôts n'ont pas vocation à financer les dépenses de l'État. Parce que comment ça marche? Ça, il faut que les gens le comprennent. Parce que le cadre colonial, impôts et taxes, pour financer l'administration coloniale. Quand vous êtes une collectivité locale, vous avez besoin des taxes et impôts et autres formes de fiscalité. La selle et autres. Pour fonctionner, parce que vous n'avez pas votre banque centrale. Mais quand vous êtes l'État, un État, vous avez votre banque centrale. Le Parlement dit, voici l'unité de compte. C'est le Dalasi, c'est le Cedi, c'est le Naira. Je suis la seule entité à pouvoir l'émettre. Tous ceux qui émettent Naira, Dalasi, si on les prend, qui font de la contrefaçon, on les met en prison. Donc ça veut dire que l'État a le monopole de l'émission de la devise. Donc moi, il n'y a que moi qui peux créer ma devise, le Naira. Mais pourquoi le secteur privé devrait pouvoir me prêter des Naira? C'est pas possible. Pour que le secteur privé ait accès au Naira, il faut d'abord que je dépense une Naira. Et donc quand le secteur privé me prête du Naira, c'est pas parce que j'ai besoin que me prête de l'argent, du Naira. C'est parce que j'estime qu'il y a trop de Naira dans l'économie. Et une manière de retirer l'excès de Naira, c'est de leur donner un taux d'intérêt pour retirer cet excès de Naira. Donc, ce n'est pas une opération de financement, c'est une opération de politique monétaire. Absolument. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut faire le budget, on dit que le budget c'est de 100, et le Parlement dit le budget est validé. Et donc, la loi peut dire la Banque centrale doit accréditer un compte central de l'État. Et à partir de ce compte central de l'État, les dépenses sont faites. Vous dépensez les 100. Chaque jour, vous allez voir, par exemple, vous avez dépensé 100. Et peut-être aujourd'hui, vous avez 95. Donc, vous avez dépensé net 5. Parce que vous avez un déficit de 5. Donc, vous avez une dépense nette de 5. Et le secteur privé a bénéficié de 5 net. Un autre jour, vous dépensez 100, mais vous recevez 105. Parce que, bon, il y a beaucoup plus de recettes fiscales, etc. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ça veut dire que le déficit en monnaie nationale n'a pas vocation à être financé. C'est une question légale. Donc la contrainte que vous avez, c'est qu'il y a des importations dont vous avez besoin, et pour l'instant vous avez besoin des dollars et des euros. Mais comme je dis, le monde change. Et comme le monde change, maintenant vous pouvez juste créditer votre propre monnaie, dépenser votre propre monnaie pour avoir accès aux biens dont vous avez besoin. Donc ça change tout. Donc il faut sortir de la macroéconomie coloniale. Et lui et moi, je suis désolé, c'est la macroéconomie coloniale. Et donc c'est pourquoi moi je dis, je ne suis pas solidaire de cette macroéconomie coloniale. Ayons notre propre système financier national pour transformer le Sénégal en une génération. Bon, je pense que ça a le mérite d'être clair. Et si l'on se fie à vos propos, la question du développement est consubstantielle à une souveraineté monétaire. Maintenant, je n'ai pas encore même touché, peut-être c'est notre dernière partie, le thème. Parce que depuis la publication, depuis que le nouveau gouvernement
a expliqué que l'ancien régime a, voilà, a falsifié, manipulé des chiffres et qu'on est vraiment dans une situation économique délétère. On a vu beaucoup de, voilà, beaucoup d'études, beaucoup de rapports. Le FMI, vous-même, vous avez eu à corriger les erreurs du FMI. On a vu le, voilà, Moody's et tout ça. Tout ça pour vous demander une question. Est-ce que on devra pas, le Sénégal ne doit pas se méfier de tous ces rapports-là? En fait, ça dépend. Paradoxalement, s'il y a un mérite au FMI et à la Banque mondiale, c'est justement d'essayer de faire la lumière sur les chiffres. Parce que dans la plupart de nos États, ce ne sont pas des États démocratiques, hein. Même s'ils peuvent être élus via des élections dites transparentes, etc. Mais en matière de finances publiques, ce n'est pas clair. Et donc le FMI, en tout cas, et parfois la Banque mondiale, essaie de dire, bon, quels sont l'état des chiffres, etc., pour avoir une bonne idée. Ça, c'est leur mérite. Parce que parfois, dans certains pays, quand vous voulez avoir accès aux chiffres publics, vous ne les avez pas assez. C'est en allant vers le FMI, etc., la Banque mondiale, que vous pouvez trouver les chiffres. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils ont une position globale de producteurs de données, et c'est très important cette fonction, c'est très très important, parce que dans beaucoup d'États, ils cachent les chiffres, ils maquillent les chiffres, et donc c'est important qu'il y ait une expertise indépendante qui essaie de voir quel est l'état réel des chiffres, et qui essaie de recouper ça à travers des canaux. Donc ça c'est très très important. Mais maintenant, FMI et Banque mondiale ont leur idéologie, et donc eux, ce qui les intéresse, c'est pas le développement. Est-ce que vous avez un jour entendu parler, de voir les FMI parler d'emploi? C'est pas son problème. Le FMI, son problème, c'est est-ce que la vache est suffisamment grasse pour payer les créanciers? C'est ça. Si vous n'avez pas assez, on vous dit austérité, la Banque mondiale vous dit privatisez vos secteurs les plus attractifs, les plus lucratifs, etc. Diminuer les salaires. Oui, diminuer les salaires, tout ça, austérité. On vous prête de l'argent pour que vous payiez les créanciers. Donc c'est ça le programme. Donc c'est un programme d'ajustement. Ce n'est pas un programme de développement. Maintenant, si vous voulez faire face